cet épisode 3 de Temps fort, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement, de la formation. Bonjour Alexa. Bonjour Christine, bonjour à tous. Bien, Bonjour. pour ce troisième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Francis Jérôme, directeur de l'association Transition Pro, afin de découvrir ou de redécouvrir le rôle et les missions de l'association. Bonjour Monsieur Francis Jérôme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce matin. Alexia, je te laisse la parole. Oui, merci Monsieur Jérôme d'être avec nous pour aborder aujourd'hui un acteur clé de l'environnement de la formation. Alors, je vais faire juste quelques petits points de rappel sur l'organisation. On est ensemble 1 heure, ce qui est relativement court par rapport à notre sujet de ce matin. Donc, quelques petits conseils d'organisation. Vous avez dans la barre de tâches en bas de votre écran une rubrique de questions-réponses. Si vous voulez poser des questions à Monsieur Jérôme, n'hésitez pas, on va les reprendre dans le cours du webinaire, soit directement par rapport au sujet, soit en fin de webinaire pour la plupart des questions. Vous pouvez interagir aussi dans la rubrique de discussion si vous voulez, par exemple, faire part plutôt d'une remarque que d'un questionnement. Le temps de webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay. De la même manière, vous aurez accès à une infographie de synthèse qui vous sera envoyée directement par mail dans les quelques jours qui suivent ce temps d'échange. On va vous laisser la parole, Monsieur Jérôme. On va partager donc un support que vous devez voir apparaître. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, Francis Jérôme, directeur général de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien, je suis là ce matin pour vous parler principalement de notre organisation et de nos missions. Effectivement, je m'aperçois qu'il y a une petite faute à Transition Pro. Bon, voilà, je me taperai sur les doigts. Il y a bien un S à Transition Pro, si vous nous écrivez, c'est bien une structure qui s'appelle Transition Pro, avec un S à transition et pro et pas professionnel. C'est là toute la différence. Voilà, je vous propose de vous parler ce matin donc de notre organisation, de nos missions et de répondre aussi surtout à vos questions. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Jérôme, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est qu'une association de transition pro? Bien entendu, effectivement, Transition Pro, ça a pris la place du FONGECIF, pour ceux qui sont un petit peu déjà là depuis quelques années. La réforme de la formation professionnelle de septembre 2018, effectivement, a amené quelques changements et donc le FONGECIF est devenu Transition Pro au 1er janvier 2020. Les associations Transition Pro sont agréées pour gérer les fonds de la formation professionnelle et donc il y a une association pro dans chaque région métropolitaine et en Outre-mer. Donc on est 18 en fait, 18 régions. La dernière ayant été créée l'année dernière, c'est Mayotte, qui est une région à lui tout seul, effectivement. Et donc nous sommes 18 transitions pro couvrant l'ensemble du territoire national et ultramarin. De plus, Transition Pro est l'acteur référent des transitions professionnelles sur le territoire. Alors, ça peut paraître un petit peu pédant, mais la grosse différence avec le FONGECIF, c'est que du temps du FONGECIF, où nous financions le congé individuel de formation, par exemple, d'autres acteurs finançaient aussi le CIF. C'était des OPACIF, qui étaient souvent des OPCA, pardon, à l'époque, et maintenant des OPCO. Et donc, cette fois-ci, Transition Pro est le seul acteurs à financer pour les salariés du secteur privé de la reconversion. Il n'y a pas eu de changement sur la gouvernance, enfin pas de grand changement sur la gouvernance, mais on reste une association de gestion paritaire, c'est-à-dire les organisations patronales et syndicales régionales du secteur interpro siègent au sein de notre conseil d'administration. Il y a 20 administrateurs et il y a 10 autres administrateurs qui siègent dans la commission instruction. C'est celle-là qui définit la prise en charge ou non des dossiers, effectivement. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur Transition Pro. Si vous avez besoin de plus de précision, vous pourrez effectivement nous questionner tout à l'heure. Rapidement, vous avez là un petit écran qui vous montre l'ensemble de nos missions. Donc, concrètement, il y a deux grosses séries de missions. C'est la série de la gestion des dispositifs, effectivement, et les autres missions qui sont un peu plus annexes, mais qui n'en sont pas moins importantes. Et donc, je vous propose ce matin
déployer, enfin de vous informer sur l'ensemble de ces missions. Tout à fait. Alors, quels sont les principaux dispositifs, gérés par, Transition Pro? Alors, on a 4 dispositifs, donc on va commencer tout de suite par le 1er qui est le principal parce que pour nous, c'est celui qui nous amène la dotation financière, de l'État qui vient, par France compétences et donc c'est la gestion du dispositif projet de transition professionnelle. Le petit cousin du CIF, congé individuel de formation qui a disparu en 2018. Pourquoi cousin et pas seulement, petit frère? Bien parce que nous sommes strictement sur la reconversion. Du temps du CIF, on pouvait financer de l'évolution professionnelle, de la promotion sociale, de la reconversion bien entendu et pas mal d'autres choses, même, l'ouverture à la vie sociale comme on disait. Effectivement, là, nous sommes concrètement, uniquement sur la reconversion. C'est-à-dire je change de métier et dans cette définition de la reconversion, pour faire simple, c'est je change de code ROM, le ROM étant le répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi. Donc nous accompagnons financièrement, la demande et nous n'accompagnons que financièrement. La construction de projet, lui, elle est faite, dans le cadre d'un éventuel accompagnement par le conseiller en évolution professionnelle que nous n'assurons plus depuis la réforme, donc depuis 2020. Nous validons donc une demande de financement en fonction de la présentation du projet de reconversion et surtout, bien entendu, en fonction du budget qui est le nôtre. On va passer au dispositif suivant, qui est la gestion du dispositif démissionnaire. Donc ça, le dispositif démissionnaire est un dispositif tout récent. Il a 3 ans, il est né en fait de la proposition du candidat Macron en 2017 de pouvoir donner la possibilité aux gens de démissionner et de toucher les allocations de retour à l'emploi. Et donc, certainement qu'ils ont dû calculer que ça pourrait coûter cher si c'était comme ça ouvert à tout venant. Et donc, ils ont mis en place un dispositif. Et donc, le salarié doit avoir un projet que nous allons nous caractériser de réel et sérieux pour qu'il puisse effectivement démissionner et toucher, recevoir les allocations de retour à l'emploi. Dans ce cadre-là, il y a une obligation d'accompagnement par le CEP, conseiller en évolution professionnelle, et au final, nous validons le caractère et les sérieux du projet. La personne a 6 mois pour démissionner et ensuite elle a 6 mois pour mettre en œuvre son projet. Pour information, les 2 tiers des projets sont de la création ou de la reprise d'entreprise. Le dispositif suivant, qui est un dispositif encore plus récent, puisqu'il est né en 2021 à la suite de l'épisode Covid, de la première pandémie, enfin de la première partie de la pandémie, un dispositif qui a été travaillé avec le ministère du Travail et les partenaires sociaux parce qu'on imaginait qu'à la sortie de la pandémie, il y avait un risque de défaillance d'entreprise, qu'il y avait un risque de mutation importante. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir donner la possibilité aux entreprises d'anticiper les mutations à venir et surtout de permettre aux salariés dont l'emploi est fragilisé. Ça ne veut pas dire que c'est une fragilité économique, mais ça veut dire que le salarié peut ne pas être en mesure de pouvoir partir sur cette évolution, sur cette mutation. Et donc, excusez-moi, les salariés permettent aux salariés dont l'emploi est fragilé de se reconvertir vers des métiers porteurs auprès de chez eux et surtout sans passer par la case chômage. Et donc, dans ce cadre-là, Transition Pro valide effectivement la demande de financement en fonction de la présentation du projet de reconversion, mais le dispositif transition collective intègre l'ensemble des acteurs du schéma, c'est-à-dire l'entreprise, l'OPCO de l'entreprise, les partenaires sociaux de l'entreprise, ensuite les salariés, le CEP et nous-mêmes. Ça permet effectivement de faire travailler tout le monde ensemble. Malheureusement, les chiffres ne sont pas très parlants puisque à ce jour, nous avons 18 depuis le début de la mise en place du projet. Nous avons uniquement 18 dossiers qui ont été financés. Et le petit dernier, en termes de gestion de dispositifs, alors petit dernier, mais pas forcément le moindre, je vous propose de passer sur la VAE. La VAE, qui, dans un cadre expérimental, depuis avril 2020, lors du premier confinement, une ordonnance avait été prise pour nous permettre de financer de façon forfaitaire un accompagnement VAE.
Ça s'est terminé au 31 décembre 2020, c'est revenu au 1er juin 2022 pour cette expérimentation s'arrêter au 31 mai 2023. La VAE, c'est donc toujours la même chose, c'est permettre à un salarié du secteur privé de faire valoriser son expérience et ses compétences par l'obtention d'un diplôme ou de certains blocs d'un diplôme. Et donc, nous, on finance l'accompagnement et la certification, bien entendu. En fait, on finance l'ensemble du parcours d'après l'ordonnance, mais c'est souvent la recevabilité n'étant pas toujours payante, on finance surtout l'accompagnement et la certification. Je fais un petit aparté tout de suite, puisque si vous suivez effectivement un petit peu l'actualité juridique, vous verrez que dans la loi travail qui est en train d'être finalisée, puisqu'elle a dû passer à l'Assemblée hier ou avant-hier et aujourd'hui au Sénat, après être passée en commission mixte paritaire la semaine dernière. Et donc, il y a tout un paragraphe sur la VAE qui réactive le dispositif, qui va essayer de le simplifier effectivement, mais surtout qui nous donne officiellement et de façon pérenne le financement de ce dispositif, alors qui nous donne le financement, mais il ne donne pas forcément les fonds pour l'instant, donc il faudra qu'on aille les chercher, mais qui nous donne le financement. Le point qui évolue un petit peu, c'est qu'on est aussi sur un projet à caractère réel et sérieux, un peu comme pour les démissionnaires. Donc il va falloir qu'on affine un peu les choses, puisque pour l'instant, les dispositions véritables seront prises en décret. Et donc, on peut penser que d'ici, enfin, courant 2023, effectivement, nous remettrons en route un dispositif VAE complet à côté du dispositif démissionnaire et du dispositif PTP. Voilà, je crois que pour l'ensemble des dispositifs, pas de questions pour l'instant, si ce n'est de savoir si le montant du forfait VAE par rapport à l'évolution, mais vous n'avez peut-être pas encore l'information, sera amené à évoluer. alors, effectivement, aujourd'hui, donc l'ordonnance avait proposé un maximum de 3 000 € de prise en charge. Le réseau a décidé de rester à 2 000 € au vu des derniers accompagnements qui avaient été financés en 2018, qui étaient significativement inférieurs. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations sur le dispositif financier. Effectivement, on parle encore de forfait, mais on n'en sait pas plus. Et effectivement, je vais aller même plus loin, puisque pour l'instant, on parle d'une VAE qui se fait hors temps de travail, c'est-à-dire sans prise en charge de salaire. Et dans la loi, les parlementaires ont amené un congé VAE qui va jusqu'à 48 heures. On ne sait pas encore s'il sera pris en charge dans le cadre du financement du dispositif ou s'il restera à la charge de l'entreprise. Donc, vous voyez, on risque de rester sur un forfait, effectivement, mais nous, effectivement, l'idée, ce sera de l'ouvrir un petit peu pour avoir plus de possibilités, plus de potentialités, hein, puisque l'idée, c'est simplifier, mais surtout aussi d'en faire plus. Et donc, ça pourrait évoluer, effectivement. Merci. Donc, il n'y a Merci. pas d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Ok. Alors, moi, je vais demander à connaître finalement les autres missions de la structure Transition Pro. Alors, nous allons effectivement, la réforme nous a donné d'autres missions, effectivement, donc nous pouvons passer diapositive suivante, voilà. Plusieurs missions différentes. Il y en a une qu'on avait déjà, qui est la qualité, mais qui a évolué, on la verra tout à l'heure. Une information, effectivement, par rapport au conseil en évolution professionnelle. Je rappelle que du temps du FONGECIF, les FONGECIF étaient opérateurs du CEP. Et donc, à la réforme, l'opérateur pour les salariés du secteur privé a été défini dans le cadre d'un marché public. Aujourd'hui, c'est donc le réseau EVA pour la Bourgogne-Franche-Comté, avec les CIBC, Retravaillé, Envergure, je crois, enfin, j'en oublie, je sais, mais excusez-moi. Et donc, nous avons effectivement deux points en lien avec les CEP, c'est l'information du public. Effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du démissionnaire, le CEP est obligatoire, mais dans le cadre du PTP, le CEP n'est pas obligatoire. Néanmoins, nous considérons de toute façon que pour pouvoir construire son projet de manière
de manière sérieuse et efficace surtout, et d'avoir quelqu'un qui puisse nous faire des retours sur notre compréhension des choses, le CEP devrait être un passage quasiment obligé. Donc, nous informons l'ensemble des salariés sur le CEP, sachant qu'il y a 5 opérateurs et en fonction de la situation de la personne, nous pouvons lui conseiller d'aller voir tel ou tel opérateur. Ensuite, nous avons, de par la réforme, l'obligation de produire un rapport annuel sur le suivi de la mise en œuvre territoriale du CEP à destination de France Compétences. Alors, c'est un grand mot, hein, suivi de la mise en œuvre territoriale du CEP. Première chose, nous ne sommes pas contrôleurs au niveau qualité des opérateurs. Nous ne sommes pas animateurs d'un réseau d'opérateurs. Certaines transitions pro ont essayé de mettre ça en place, effectivement, mais ce n'est pas ce qui est attendu de la part des transitions pro au départ. C'est vraiment ce rapport annuel donc, sur les actions menées par l'ensemble des opérateurs du CEP, les actions partenariales qu'on a pu mener nous-mêmes ensemble, hein, puisqu'aujourd'hui, nous, comment dire, nous animons des réunions d'information en présentiel ou en visio, en binôme, hein, avec un conseiller CEP pour travailler sur le projet et souvent un référent parcours ou un chargé d'information pour présenter la partie financière et la partie transition pro. Donc, on fait un point sur les actions menées et on fait aussi une analyse des données régionales d'utilisation du CEP, puisque France Compétences, en début d'année suivante, nous envoie des statistiques liées aux 5 opérateurs et qui nous permettent de dire, ben voilà, l'utilisation du CP se fait plus de manière sur la reconversion, plus sur l'évolution professionnelle. Enfin, il y a tout un tas de statistiques. Et ce rapport est normalement présenté au CREFOP avant envoi à France Compétences. Malheureusement, cette année, le CREFOP n'étant plus, à l'époque en tout cas, à l'été, ne fonctionnait plus. Et donc, le rapport est remonté sans passage par le CREFOP cette fois-ci. Mais l'année prochaine, ça reviendra. Donc voilà, une information sur le CEP, sur les salariés du CEP, sur le CEP, un rapport annuel sur sa mise en œuvre en région Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà ce qui fait cette première mission qui est importante, qui est gérée chez nous par une personne qui est Anaïs Mauchamp, et qui suit en même temps les partenariats, ce qui permet effectivement d'avoir un maximum d'informations sur ce qui se passe dans notre belle région. Une autre mission, peut-être, voilà, le contrôle de qualité des actions de formation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le FONGECIF avait déjà une mission de contrôle, et à l'époque, on avait une mission de contrôle sur les organismes de formation. Là, Calliope est passé par là, effectivement. Donc, les organismes ont une norme, Calliope. Ils sont contrôlés sur cette norme. Malgré tout, nous avons gardé ce contrôle qualité des actions de formation. Donc, nous avons la responsabilité des financements accordés, en particulier des frais de formation. Et donc, nous sommes amenés à contrôler des organismes sur des actions de formation prises en charge. Alors, je sais s'il y a des organismes de formation ce matin qui sont là. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué parce qu'entre les OPCO, entre la région, entre Pôle emploi, entre nous, entre le GIE Datadoc qui fonctionne encore, parfois, vous pouvez effectivement être amené à subir des contrôles sur contrôle et j'en suis désolé. On est en train de travailler sur une meilleure régulation de ces contrôles, mais ce n'est pas encore complètement finalisé. Donc, on fait des contrôles de service faits pour vérifier qu'effectivement, ce qui a été facturé a bien été réalisé. On fait aussi du contrôle régulé, c'est-à-dire que on choisit effectivement dans l'ensemble des départements quelques organismes de formation qu'on va aller contrôler. Alors, quand je dis ça, c'est en fonction des actions de formation qui sont menées et dans laquelle il y a au moins un dossier PTP en cours ou finalisé, fini très peu de temps avant. Donc, on fait du sourcing, bien sûr, on regarde. Et puis, sur réclamation aussi, ça nous arrive malheureusement qu'il y ait des choses qui ne se passent pas trop bien. Donc, on va voir un petit peu sur place pour voir effectivement s'il y a des actions à mener et quelle est la réponse qu'on pourrait donner pour que le bénéficiaire qui a fait une réclamation puisse être satisfait de la situation. Ça nous arrive parfois effectivement que le bénéficiaire soit amené à changer d'OF parce que ça ne se passe pas bien. Et puis parfois, ça nous amène aussi à être du côté de l'OF quand c'est le bénéficiaire qui fait un peu le cirque. Et donc, voilà.
un seul point de détail, qui est un détail, mais qui n'est malheureusement pas forcément très connu, c'est que dans le cadre du PTP, du projet de transition professionnelle, le salarié n'est pas un stagiaire de la formation professionnelle comme les autres, il reste salarié de son entreprise et c'est le code du travail comment dire, qui est valide pour les sanctions. Et donc, le conseil de discipline, quand on le voit souvent dans certains organismes de formation qui ont aussi de la formation initiale, n'est pas adapté aux salariés en transition professionnelle. Voilà, donc CEP, formation, on va passer à la mission suivante, qui est aussi une mission importante, qui se développe petit à petit chez nous parce que, premièrement, c'est nouveau. Et deuxièmement, puisqu'ils sont là aujourd'hui, je vais quand même en parler avec eux, c'est qu'Enfort fait déjà un gros travail sur l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire. Donc nous avons cette mission-là qui est en lien avec l'État et la région et qui est en lien aussi surtout avec nos administrateurs de la commission instruction, puisqu'on est amené à leur donner des informations sur des secteurs d'activité, sur des métiers qui vont leur permettre de dire, bon, ben voilà, le dossier, on peut y aller parce qu'il y a ce qu'il faut, ou bien on émet un doute parce qu'au vu des données qu'on a, la personne risque de ne pas pouvoir mettre en œuvre son projet. Donc, on est en veille sur les études existantes, on fait de l'analyse de données et de la synthèse d'études, on élabore aussi des études et des suivis de bénéficiaires, surtout, puisque c'est comme ça, et on fait travailler Enfort, puisque nous avons une convention de partenariat avec eux, qui a permis de développer un tableau d'analyse de données et donner des statistiques, effectivement, sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, sur l'ensemble des secteurs d'activité et des métiers. Donc, pour l'heure, nous n'avons rien publié encore. Nous cherchons encore le format, les choses. Ça viendra certainement. Et c'est a priori évident qu'on les mettra en lien avec Enfort, effectivement, et que nos publications seront, publiques, c'est-à-dire pas réservées en interne. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle mission, mais très importante, et les partenaires sociaux s'en sont emparés aussi de manière à ce qu'on puisse faire effectivement faire des choses intéressantes, puisque on vient en complément effectivement de ce qui existe, mais on essaie de ne pas refaire l'existant. Qu'avons-nous pour la suite? L'élaboration des partenariats régionaux, effectivement, c'est une mission à part entière. D'élaborer des partenariats avec l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle de manière très large, puisque même dans nos missions sont définis des travaux normalement en lien avec le service public régional de l'emploi. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de place dans ce service public. Néanmoins, nous y travaillons. Et ça ne nous empêche pas effectivement d'être en lien de toute façon avec les acteurs qui le composent. Donc, nous participons à l'élaboration de la liste des métiers porteurs du CREFOP, parce que cette liste des métiers porteurs, je ne l'ai pas précisé dans le dispositif transition collective, mais c'est cette liste-là qui fait foi, entre guillemets, dans le choix du métier lorsqu'on dépose un dossier de transition collective. Donc, on a travaillé ensemble dessus. On participe à la professionnalisation des équipes des différents acteurs de la formation professionnelle, que ce soit du CEP à d'autres institutions où nous sommes toujours présents, nous répondons toujours présents sur des interventions présentielles, visio, ça dépend des situations, comme aujourd'hui par exemple. Mais il n'y a aucun problème pour intervenir même dans des organismes de formation, même dans des entreprises, quand il y a un besoin spécifique d'information sur nos missions et nos dispositifs principalement. Et bien entendu, ce que nous essayons de développer, c'est des partenariats financiers, puisque les budgets se réduisent régulièrement. Enfin, la période Covid nous a fait baisser en budget, puisque, je le rappelle, si vous ne le savez pas, notre dotation est liée à la masse salariale globale des entreprises. Donc, comme en 2020 et en 2021, il y a eu beaucoup de chômage partiel ou de choses d'APLD et tout ça,
il y a pas de cotisation de la formation sur ces périodes-là et sur ces masses salariales payées pendant ces périodes-là, ce qui fait que nos dotations ont largement baissé. Et comme certains l'ont pu le voir ou l'ont pu constater cette année, nous sommes passés à une capacité, on va dire, d'engagement à peu près de 75% par commission à entre 50 et 60 maintenant, voire moins dans certains cas. Donc, nous cherchons effectivement à élaborer des partenariats financiers pour optimiser les prises en charge et pour pouvoir financer plus de dossiers, effectivement. C'est une problématique aujourd'hui. Nous sommes aussi en lien, alors au niveau du réseau, avec la DGFP et le ministère de l'Intérieur pour faire évoluer cette dotation parce que, effectivement, nous sommes loin des chiffres du CIF à l'époque où nous financions beaucoup plus de dossiers. Et je crois que nous allons terminer par... Oui, mais peut-être... Peut-être revenir sur Non, une terminer question. par Cléa. Il n'y a pas encore une... Il y a Cléa, oui, juste c'est parce Alors, qu'il y a une question spécifique oui, là qui est allons-y. complètement corrélée à ce que vous aviez évoqué. Alors je pense que vous la voyez apparaître tous, mais je vais la lire. C'est par rapport à la définition de la liste des métiers porteurs et plus globalement à la question des métiers. Je vous la lis. Donc une question sur l'identification des besoins. Quel est votre point de vue sur la liste des métiers porteurs en région Bourgogne-Franche-Comté publiée sur le site du ministère du Travail? Comment a-t-on identifié ces métiers porteurs? De manière générale, cette liste comporte de nombreux métiers fragiles qui décroissent fortement, qui sont en déclin, donc des métiers qui nécessitent que les actifs se reconvertissent vers d'autres métiers. Peuvent-ils alors être désignés comme des métiers d'avenir? Donc, il y a une incise sur des chiffres INSEE. Selon l'INSEE, le métier d'ouvrier non qualifié, métallerie, serrurerie, montage a perdu 3000 emplois durant les 5 dernières années observables en région Bourgogne-Franche-Comté. Comment peut-on alors le qualifier de porteur? Alors, je vais essayer de répondre à la question parce que je ne suis pas directement à l'élaboration de la liste. Alors, par contre, première chose déjà, et là peut-être que les gens d'Amphore pourront confirmer ou pas, mais la première liste a été élaborée début 2021 pour pouvoir travailler dans le cadre de transition collective. Et si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas malheureusement été vérifié, si je ne me trompe pas, c'est toujours celle-là qui apparaît sur le site du ministère. Et malheureusement, elle n'est plus d'actualité, celle-là. Enfin, heureusement, je dirais presque, d'ailleurs, par rapport à votre question. Néanmoins, une liste a été retravaillée depuis, je pense, l'année dernière jusqu'à maintenant. Elle a été travaillée avec Amphore et elle a été, je crois, publiée. Elle est plus ou moins officielle, on va dire, depuis mai à peu près, où là, on retrouve effectivement de tête comme ça 150 à 200 codromes qui ont été comment dire, publiés, sachant que là, un travail réel a été fait euh, au sein du CREFOP en partenariat avec Amphore, parce que je sais que ça a été travaillé dans le cadre du PRIC aussi, mais un travail réel a été fait puisque l'ensemble des partenaires qui pouvaient être intéressés par cette liste, c'est-à-dire les OPCO principalement aussi, puisque ce sont eux les représentants des entreprises dans le cadre de la formation professionnelle, et ils ont pu effectivement aborder dans chaque branche qui les concerne, avec leur fédération, des métiers et les proposer dans cette liste des métiers porteurs. Donc, je ne sais pas si l'ouvrier métallier dont vous parlez dans votre question est toujours dessus, parce que je ne l'ai pas en tête, je ne la connais pas par cœur, mais néanmoins, elle a été retravaillée. Je crois qu'elle est disponible sur le site d'Amphore. Oui, c'est ça, je suis en C'est train de ça, regarder, hein, voilà. effectivement, c'est disponible. Et donc, je pense que c'est plutôt vers celle-là qu'il faut se tourner, effectivement, sachant qu'on a eu quand même un grand chamboulement en 1 an et demi, hein, puisque, comme je vous disais, quand on a préparé transition, enfin, quand les partenaires sociaux ont préparé transition collective, c'était par crainte de défaillance massive d'entreprises à la sortie de la pandémie. Un chômage important, enfin des choses comme ça. Or, il s'est passé tout à fait le contraire. Il y a eu effectivement comment dire, des changements professionnels, des transitions qui ne sont pas forcément passées par la formation, mais beaucoup de changements, effectivement, qui ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des situations où les OPCO nous disent, bah, nous, la plupart de nos entreprises recrutent. On commence à voir une petite tendance qui s'inverse, mais qui est
toute fine, donc elle va peut-être se confirmer sur 2023, où là, effectivement, avec l'inflation, on peut avoir des défaillances d'entreprises. Mais pour l'heure, on est quand même plutôt sur un besoin de recrutement qui reste important. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais pour dire les choses, normalement, la liste des métiers porteurs, dans le cadre de transition collective, devrait être validée et signée par le préfet. Or, a priori, ce n'est toujours pas fait, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne la retrouve pas sur le site du ministère. Oui, il y a un commentaire sur le fait que le métier en question figure toujours sur la liste publiée sur le site de la préfecture. Alors, je ne sais pas si c'est la... Oui, il faut vérifier quelle est la date de publication. Mais si c'est la première publication, effectivement, elle était très, très light, entre guillemets. Il n'y avait pas beaucoup de métiers et ça a été plutôt orienté sur des métiers, on va dire, il y avait quand même une grosse part d'industrie, des choses comme ça, un peu de tertiaire aussi quand même. Mais voilà, là la deuxième liste est quand même beaucoup plus complète et surtout finalisée avec l'ensemble des apports des participants. On peut proposer de l'ajouter à l'infographie de synthèse qu'on enverra à tout le monde. Éventuellement, oui. Je vous laisse la parole pour la suite, hein, pas d'autres Oui, questions pour... On passe à Cléa? on va passer à Cléa un petit coup, effectivement. Donc, nous sommes chargés effectivement dans le cadre de nos missions, de l'information et de la gestion des jurys Cléa. Alors, avec une petite problématique, c'est que ça, c'est un point que les partenaires sociaux ont voulu absolument rajouter dans le cadre de la loi. Simplement, nous ne sommes pas financés sur cette partie-là. Donc, nous avons une personne qui s'occupe de la gestion des jurys CLIA et de tout ce qui tourne autour, puisque nous avons mis en place un comité régional, mais néanmoins, nous ne sommes pas financés dessus. Donc, il se peut que dans certaines régions, Transition Pro, par exemple, vous ne voyez pas apparaître cette mission en priorité parce qu'il n'y a pas forcément de financement et il n'y a pas forcément de moyens humains pour la suivre. Nous avons, je dirais, la chance que notre gouvernance aujourd'hui est un peu à la base de ce socle de connaissances et de compétences professionnelles pour la Bourgogne-Franche-Comté, puisque notre vice-président, c'est Bernard Guéringue, et puis c'est vraiment un outil qu'il utilise et qu'il veut promouvoir. Et donc aujourd'hui, voilà, hein, c'est un premier niveau de diplôme, et c'est une reconnaissance de compétences et de connaissances, mais c'est surtout un premier niveau de diplôme qui peut permettre un tremplin sur un autre parcours de formation et qui est censé permettre aussi, comment dire, une insertion professionnelle plus facile. Et Cléa, donc, c'est un petit peu différent, on va dire, comment dire, d'un diplôme classique, puisqu'on va être vraiment sur, alors, connaissances de base, mathématiques, français par exemple, mais aussi sur ce qu'on appelle des soft skills, hein, c'est savoir travailler en équipe, il y a du savoir-être dedans et donc c'est intéressant. Cléa, dans la dynamique, normalement, la personne passe une première évaluation pour voir où sont ses points comment dire, à travailler. Elle peut se former sur ces points-là et ensuite elle passe une deuxième évaluation et normalement elle valide les 7 domaines de compétences et donc elle passe après en jury Cléa chez nous et le jury lui valide le diplôme. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, l'intérêt qui se passe, puisque nous sommes une des régions qui validons le plus de jurys Cléa, on va dire proportionnellement à notre taille, c'est qu'il y a un engagement de la région dans le cadre du DAC, du dispositif en amont de la qualification, où Cléa est très très présent. Donc, ça permet de faire fonctionner ces dispositifs très bien et est lancé depuis quelques temps, mais c'est géré au niveau national, Cléa numérique, pour permettre justement de valider des connaissances et des compétences dans le cadre du numérique. Et sur 2023, devrait être lancé un Cléa management également, qui sera pour l'heure géré par le national. Quand je dis le national, c'est l'organisation Certif Pro qui gère effectivement ces deux Cléa. Et je pense qu'on peut passer à la diapo suivante.
mais je pense que j'ai dit pas mal de choses. Donc, on informe bien sûr le public parce que dans le cadre des jurys Cléa, je vous l'ai dit, on travaille beaucoup avec le DAC, ce qui fait qu'on a beaucoup de gens qui sont des demandeurs d'emploi et on a très peu de salariés. Donc, on essaye de promouvoir Cléa au sein des entreprises pour que de 5% de salariés par jury, on puisse monter un petit peu et être, que ce soit plus important pour nous, puisque au départ, notre public cible, c'est le salarié et pas forcément le demandeur d'emploi. Et donc, on organise des jurys Cléa et validation des examens pour délivrance de la certification, effectivement. Donc, on a un jury tous les mois à peu près, entre 60 et 100 dossiers à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'important. On est, dans, je pense, dans le top 5 des régions qui valident le plus de diplômes Cléa. Par rapport à d'autres régions qui sont plus grosses que nous. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour des missions, effectivement. Donc, on peut revenir maintenant, si vous le souhaitez, On va sur l'une ou reprendre les l'autre ou questions. sur Alors les peut-être, dispositifs. vous avez évoqué le Cléa Management potentiellement. Si vous pouviez en dire un petit peu plus, c'est en phase de projet par rapport à une remontée de besoins particulière? Alors, je pense on est plus qu'en phase de besoin, hein, puisque aujourd'hui, alors je vais essayer, j'ai peu d'informations sur le, mais on n'est plus en phase de projet puisqu'on est en développement, hein, effectivement. Alors l'idée, c'est par rapport à Certifro, c'est de, comment dire, c'est de définir, si j'ai bien compris, un socle de compétences managériales pour le futur certificat Cléa Management. Donc là-dessus, on n'a pas forcément plus d'informations qui permettent de vous en dire plus. Mais il devrait être mis en route courant 2023. Donc, je pense que le projet est déjà bien avancé. Voilà. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. Merci. Alors je regarde, pour l'instant on n'a pas, on a une question. Je vous la lis, mais normalement vous devez, tout le monde doit pouvoir voir les questions qui s'affichent. Donc un salarié SNCF ou un salarié du secteur médical type AS, infirmier, peut-il bénéficier de l'accompagnement transition pro? Alors, un salarié SNCF sans aucun problème, hein. L'entreprise est devenue, entre guillemets, une société anonyme, donc on est bien dans du salarié de contrat de droit privé. Au niveau du secteur médical, c'est plus compliqué, puisqu'il faut voir où la personne travaille. Le métier en lui-même, aide-soignant, infirmier, dès l'instant où la personne est dans le secteur privé, ils ont effectivement la possibilité de bénéficier d'un accompagnement financier Transition Pro. Il faut simplement effectivement être dans le secteur privé. L'hôpital public, par exemple, aujourd'hui, a un OPCA directement pour les formations qui s'appelle l'ANFH. Et donc, comment dire, les salariés du secteur public dans la santé, principalement, enfin uniquement, ont la possibilité de les contacter, effectivement. Mais si la personne travaille dans une clinique privée, travaille dans un endroit, un cabinet médical classique, mais privé, il n'y a aucun souci, effectivement. Aujourd'hui, l'ensemble des salariés du secteur privé sont éligibles à, comment dire, à, au dispositif de projet de transition professionnelle. Quand je dis l'ensemble, c'est les salariés, c'est qui sont CDI ou en CDD, mais c'est aussi les intérimaires, c'est aussi les intermittents du spectacle, puisqu'ils sont considérés comme salariés. Donc, dès l'instant où on est dans le secteur privé, ça marche. Il y a un petit point aussi où ça peut marcher dans le secteur public, un petit point qui est limité, c'est que dans certaines organisations publiques qui embauchent des contrats de droit privé, en CDI ou en CDD, si elles participent de manière financière, c'est-à-dire si elles cotisent de la même façon qu'une entreprise du secteur privé, si elles cotisent à la formation professionnelle continue, eh bien, les personnels qui sont en contrat de droit privé, CDI ou CDD, ont le droit, effectivement, au projet de transition professionnelle. Mais il y a obligation d'avoir cette cotisation, donc ça ne se fait pas effectivement partout. Et donc, ça reste limité.
Merci. Donc du coup, effectivement, il y a un congé de formation professionnelle spécifique dans le secteur public. Je ne sais pas si c'était la question aussi indirecte derrière, avec des financements qui sont soit des financements mutualisés au niveau, par exemple, de la NFH, soit des financements employeurs, hein, si on regarde du côté fonction publique d'État, par exemple. Donc on est quand même sur un fonctionnement un petit peu à part, même s'il y a cet objet de transition professionnelle. Alors, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Je rappelle que vous pouvez poser les questions via la rubrique questions-réponses, voir le chat et que vous pouvez lever la main, hein, pour prendre la parole directement si vous le souhaitez pour avancer un petit peu dans la discussion avec Monsieur Jérôme sur tous les sujets qui ont été abordés, que ce soit par rapport au dispositif, hein, Transco, le PTP, le congé VAE, quoi, le forfait VAE, le dispositif des missionnaires ou par rapport aux autres missions de l'association. Alors peut-être qu'une autre question serait de vous interroger ou vous réinterroger par rapport au projet de transition professionnelle. Vous avez évoqué la baisse des fonds en disant Oui. qu'on était passé de 75 d'engagement à peu près 50 à 60 Du coup, à côté, vous avez des règles de priorité à appliquer, nationales qui viennent de France Compétences et régionales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces priorités et sur la façon dont vous gérez ça avec la baisse des flux financiers? Alors effectivement, c'est intéressant effectivement de pouvoir parler de ça parce que les gens ont du mal effectivement parfois à comprendre qu'on puisse refuser par exemple, quelqu'un qui propose une demande de financement sur un métier porteur, la personne a du mal à comprendre qu'on ne va pas financer et l'organisme de formation ne va pas comprendre et puis même son entreprise, des fois, ne comprend pas. En fait, bon, première chose, en 2021, notre dotation était faible, mais dans le cadre de plan de relance, nous avons eu une dotation complémentaire qui nous a amené 25% de dotation supplémentaire, ce qui fait qu'on a pu effectivement financer pas mal de dossiers. Nous avons engagé comptablement un report à nouveau aussi que nous avions, qui était assez conséquent, donc ça nous a permis effectivement de financer un certain nombre de dossiers qui nous amenait pour 2021 effectivement à un taux d'acceptation à peu près à 75%. Cette année, nous n'avons que notre dotation. Et la dotation, nous ne l'avons pas revue, enfin, elle n'a pas été revue depuis 2020, elle est toujours plus ou moins basse parce que la masse salariale n'est pas encore revenue à son niveau classique. Peut-être que sur 2023, on aura une légère augmentation, voire un peu plus importante du fait il y a eu l'inflation. Mais néanmoins, pour l'instant, on est sur une limitation de budget, ce qui fait que on est entre 50 et 60% d'acceptation et qu'on a des refus budgétaires. Et ça, c'est un peu difficile à entendre pour un bénéficiaire, je comprends, parce que dans le cadre d'un refus budgétaire, son dossier n'a même pas été examiné, puisque quand l'enveloppe est finie lors de la commission instruction, on s'arrête. Voilà. Il faut savoir que les enveloppes sont définies de manière mensuelle. Hein, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un moment ou un autre qui est plus intéressant pour déposer son dossier. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tout déposer en janvier parce que de toute façon, nous prenons en compte la date d'entrée en formation, donc le dossier ne passera pas tout de suite. Et puis de toute façon, janvier, c'est une petite commission puisque c'est là où nous avons à peu près le moins de dossiers et donc nous y consacrons le moins de budget. Ensuite, sur la particularité des métiers porteurs. Donc, et là, je reviendrai à votre question sur les priorités de France Compétences, qui a défini effectivement 10 priorités. 5 sont de niveau national avec des points qui sont comment dire, imposés. La première et la plus importante étant prioriser les priorités au bas niveau de qualification. Donc, sur 20 points, cette question a déjà 5 points. Donc, quelqu'un qui a un infrabac va avoir 5 points, par exemple. Je vais rentrer dans le détail de toutes les priorités. Il y en a 10, vous pouvez les trouver sur notre site internet, effectivement. Je vais aller dans le détail des priorités régionales, parce qu'il y a 5 nationales et 5 régionales. Alors, quand on dit régionales, elles sont nationales avec un contenu local. Puisqu'au niveau des points, c'est pareil, on ne peut pas changer. Les points sont émis par France Compétences pour l'ensemble des régions. Mais nous avons une priorité effectivement sur le métier en tension. Dans le cadre d'un métier en tension, d'un métier porteur ou d'un métier émergent, elle va avoir 3 points.
ce qui lui permettra effectivement de remonter au-dessus des autres dossiers où le métier n'est pas en tension. Mais c'est cette considération-là qui l'a fait remonter. Et ensuite, on traite les dossiers dans l'ordre de celui qui a le plus de points en premier, celui qui a le moins de points en dernier. Ce qui fait que le métier en tension a été pris en compte dans le cadre des priorités. À l'étude du dossier, on va étudier selon ce que la loi nous a demandé de faire, c'est-à-dire selon 3 critères. La cohérence du projet. Pour faire court, les gens savent souvent pourquoi ils veulent partir de leur emploi actuel, mais ils ont des fois du mal à expliquer pourquoi avoir choisi ce métier-là et pas un autre, le nouveau métier. Et donc là, parfois, on a des refus sur l'incohérence du projet parce qu'on ne comprend pas forcément pourquoi la personne a choisi telle ou telle formation. Le deuxième critère, c'est l'ingénierie de formation, et l'ingénierie de parcours et l'ingénierie financière. Ce critère-là, sur l'ingénierie de parcours, il y a rarement de refus parce que ça voudrait dire que la personne est partie sur une formation qui ne correspond pas à son projet. Je veux dire, si vous voulez faire boulanger, vous n'allez pas nous demander un CAP plombier. Donc, c'est assez simple. Mais la deuxième partie de ce critère, c'est l'ingénierie financière. Lorsque quelqu'un se reconvertit en interne, parce que je vous ai parlé de la reconversion tout à l'heure, je vous ai dit que la définition, c'est un changement de métier, un changement de codrom, mais ça ne veut pas dire forcément un changement d'entreprise. Mais lorsque la personne se reconvertit en interne, on étudie le dossier avec quand même plus de précision là, parce que déjà, est-ce que ce n'est pas du plan de développement des compétences, suivant la taille de l'entreprise, par exemple? Et si ce n'est pas le cas, on demande à ce que l'entreprise participe à minima quand même à la prise en charge du dossier, puisque de toute façon, c'est elle qui va récupérer le bénéfice aussi de cette formation. Et donc, quand on a un refus pour ingénierie financière, en général, c'est parce que l'entreprise, enfin le projet est en interne, mais l'entreprise ne participe pas. Et puis, le troisième critère, c'est 80% des refus. Alors, des refus dossiers, hein, parce qu'il y a 50% de refus budgétaires, mais c'est les refus critères, les refus, c'est 80% de ces refus-là, c'est les perspectives d'emploi. Soit la personne n'a pas assez travaillé son dossier, enfin son projet, et donc elle ne sait pas trop où elle va. Soit elle l'a bien travaillé, mais elle ne nous l'a pas explicitement montré. Dans le cadre de la création reprise d'entreprise, on demande un business plan, une étude de marché à 3 ans à peu près, et qui soit validé par un expert. Et parfois, la personne le fait sur Internet, en ligne, et c'est pas validé. Voilà. Donc, on a 80% de refus à peu près qui sont des refus perspectives d'emploi pour ceux qui veulent être salariés et perspectives économiques pour ceux qui veulent être en création reprise d'entreprise. Et ça, ce sont les administrateurs de la commission instruction qui décident après présentation des dossiers. Et quand on a fait l'examen des dossiers, quand on arrive à la fin de l'enveloppe, effectivement, on est obligé de s'arrêter. Et il reste un certain nombre de dossiers qui peut effectivement qui ne seront pas étudiés et qui ne seront pas financés non plus. Une petite précision d'ailleurs, dans ce cadre-là, les commissions recours ont aussi un budget très contraint. Et statistiquement, sur l'année 2022, aucun dossier qui a reçu un motif de refus pour budget n'a été revu en recours. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas que les gens fassent de recours, mais que les gens le sachent, il y a 99%, ou même 99,9% de chances que ça ne serve à rien de faire le recours. Voilà, donc on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que le métier en tension, il est dans la priorité, et donc il est déjà traité, et dans le dossier, effectivement, on regarde ces 3 critères. D'ailleurs, et là c'est un exemple, c'est que justement certaines personnes ayant choisi un métier en tension sont quasiment assurées de trouver du travail, effectivement, après leur formation. Mais néanmoins, elles montent leur dossier de manière légère, et dans les perspectives d'emploi, elles ne disent rien. Ou elles disent, on a vu des phrases du genre de dire, comme c'est un métier en tension, voilà, je suis sûr d'avoir du boulot. Et donc, pour nous, pour l'équité envers les autres candidats qui ont traité leur dossier de manière cohérente, ce dossier va être refusé. Alors que la personne aurait pu simplement nous dire, voilà, j'habite à Dijon, dans les secteurs autour de Dijon, dans les 30 km, il y a 150 demandes d'emploi, donc offres d'emploi, et donc voilà, on sait qu'elle a fait un peu de travail.
Mais certains se disent, ben voilà, de toute façon, c'est sûr, voilà, hein, je suis aide-soignante, je suis, comment dire, transporteur routier, enfin, je veux devenir transporteur routier, ouais, je suis sûr d'avoir du boulot. Bah, effectivement, nous, on le sait qu'il est à peu près sûr d'avoir du travail, mais néanmoins, son dossier n'a pas été monté de façon, comment dire, sérieuse. Justement, y a-t-il quelqu'un, à Transition Pro qui renseigne, le public, justement sur la constitution ou l'élaboration du dossier? Alors effectivement, nos chargés d'information, nos chargés d'accueil d'information, nos référents parcours sont à même de pouvoir, effectivement présenter les choses quand les gens nous appellent. Le CEP est censé aussi présenter les choses Mmh. puisqu'on travaille, conjointement avec eux. Mais on répond toujours à ce genre de questions, sachant qu'il y a aussi, comment dire, beaucoup d'informations sur notre site internet, hein, puisque Mmh. vous savez que maintenant tout est dématérialisé, donc de toute façon la personne devra passer par le site pour, constituer son dossier. Et donc, aujourd'hui, la personne peut nous appeler. Si vraiment elle est en difficulté, elle peut venir nous voir, hein. Nous recevons encore, en présentiel, heu il y a de nombreuses visios aussi et des réunions, ce qu'on appelle des réunions flash, qui sont faites par nos référents parcours et avec le CEP pour justement proposer aux gens, des informations sur comment on constitue son dossier, quelles sont les informations qu'on attend dans les 3 critères, afin justement de pouvoir permettre, comment dire, une meilleure prise en compte du dossier. Mmh. D'accord. Merci. Alors, on a une question sur le fait de savoir, c'est par rapport à la question en fait de l'accompagnement, parce que derrière ce que vous dites, l'accompagnement, il est très important, hein, par rapport à la constitution du dossier. Il y a un certain formalisme à respecter. Est-ce que la réalisation d'un bilan de compétences, donne des points dans l'étude du dossier ou est pris en compte en amont? Alors, elle donne pas de points dans l'étude du dossier. Effectivement, c'est pas un outil qui est utilisé pour amener des points, effectivement. Où ça peut être pris en compte, c'est dans justement ce qu'on parlait tout à l'heure, dans le critère numéro 1 de la cohérence du projet, parce que, la personne ayant fait un bilan de compétences, on peut considérer que, ce choix de métier a été validé. Donc, qu'il y a eu un travail de fait et que le critère 1 peut être considéré comme sérieux. Mais c'est pas obligatoire de faire un bilan de compétences, même si à l'époque du CIF, je me rappelle qu'on le préconisait souvent un petit peu, mais c'est pas une obligation. Alors, il y a une question corrélée, c'est le lien avec le conseiller en évolution professionnelle en amont. Même chose, est-ce que ça a un impact sur, l'étude du dossier? Le fait qu'il y ait eu un accompagnement par Alors, un conseiller en évolution professionnelle? ça peut avoir un impact, heu, ça peut avoir un impact, mais parfois c'est plutôt un impact négatif pour le CEP, pas pour le bénéficiaire. Parce que parfois, quand on refuse un dossier et qu'il a été accompagné par un CEP, c'est vrai que parfois il peut y avoir des remarques en disant: «Mais il a été accompagné, normalement il ne devrait pas être refusé». C'est clair que sur des motifs critères, on ne devrait pas refuser un dossier qui est accompagné par un CEP. Néanmoins, on sait aussi que la personne qui remplit son projet, devant son ordinateur n'est pas toujours avec le CEP à côté d'elle et donc il n'y a pas toujours les bonnes informations ou les bonnes indications. Donc ça donne pas plus de points aujourd'hui, mais c'est pris en compte effectivement parce que quand on a un doute, sur le fait que la personne soit en capacité, ou ait bien travaillé les choses. S'il y a un accompagnement CEP, on peut considérer que le travail a été correctement fait et donc la personne a fait les choses. Alors, une nouvelle question sur les métiers en tension, savoir, du coup, comment vous prenez en compte les différences territoriales? Est-ce qu'un métier en tension à Belfort l'est aussi à Cosne-sur-Loire? C'est-à-dire au-delà de la question du métier en tension qui est dans la liste, les différences au niveau des bassins d'emploi. Ouais. Alors voilà, effectivement, aujourd'hui, un métier en tension, il est caractérisé. Soit il est dans la liste, soit il y est pas. Et donc, forcément, s'il est dans la liste, il y est. Aujourd'hui, je vais pas y arriver. La territorialité est régionale. Donc, elle a pas, enfin, je veux dire, la liste n'a pas été découpée en bassins d'emploi pour l'heure, en tout cas, il y a eu beaucoup de demandes sur ce point-là, c'est-à-dire de pouvoir faire des listes départementalisées, voire par bassin d'emploi. Pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que
quel que soit le métier qui soit sur la liste, il est considéré en tension partout, aujourd'hui. Néanmoins, dans notre, comment dire, dans notre travail, nous, d'analyse des besoins, justement, en compétences, notre chargé de mission peut effectivement travailler sur cette territorialisation et parfois dire, ben, attention, effectivement, c'est un métier en tension, mais dans ce secteur-là, il y a quasiment pas d'offres. Donc, si la personne nous dit qu'elle n'est pas mobile, on peut se poser la question de la réalisation ou de la réalité du projet. Si au contraire, la personne nous dit bah, je suis mobile sur toute la région, on ne se posera pas la question. Alors, je sais qu'il y a des travaux qui sont faits dans le cadre du prix que moi, je n'ai malheureusement pas suivi. Je suis inscrit, mais pas suivi parce que j'ai malheureusement peu de temps. Mais peut-être que dans ce cadre-là, il y aura quelque chose d'un peu plus territorialisé. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci, je vérifie. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je relance un petit appel dans les 3-4 minutes qui nous restent, hein. S'il vous reste une petite question, c'est le moment, soit de lever la main pour qu'on vous laisse échanger directement avec notre intervenant, soit pour nous l'écrire sur le chat ou sur la rubrique de questions. Alors peut-être une question sur Transco. Est-ce que le dispositif, comme vous l'avez dit en termes de chiffres, a peu démarré, mais parce qu'il y a eu aussi des évolutions, puis parce qu'il y a une phase d'appropriation. Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont encore à l'étude sur ce dispositif-là? Alors, il y en a déjà eu des aménagements, Il y en a déjà effectivement. eu, oui. Voilà, il y en a déjà eu puisque le dispositif qui est né en 2021 a été remanié en 2022, puisqu'en fait, on n'a pas un Transco, mais on a deux Transco. On a le dispositif classique qui est né en 2021, celui dont je vous ai parlé sans rentrer dans le détail. Et puis, on a un deuxième dispositif qui a été aménagé cette année, qui fait un lien avec les ruptures conventionnelles collectives et les congés mobilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être très compliqué. Néanmoins, au vu des derniers colloques et forums qui ont pu se passer sur Paris ces derniers temps, il est clair qu'on parle de simplification des dispositifs. Transco, dans le projet de loi de finances, a des fonds, donc il sera encore là en 2023. Il sera certainement revu et corrigé, effectivement, tout en sachant qu'un dispositif ne monte pas forcément en puissance aussi rapidement quand il y a autant d'acteurs qui sont concernés. Mais donc, on peut s'attendre à une réforme sur 2023. On nous annonce quelque chose vers l'été sur une simplification des dispositifs. A priori, simplification des organisations aussi. Ce qui veut dire que peut-être que nous allons encore évoluer, c'est-à-dire que l'année prochaine, je pourrais revenir à cette époque-ci en vous disant exactement d'autres choses que ce que je vous ai dit aujourd'hui, parce que l'émission pourrait changer, la structure pourrait changer aussi, effectivement. On n'a aucune information à ce jour. On a simplement, effectivement, ces interventions lors de colloques, lors d'interviews du ministre du Travail ou de la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Grandjean, là, qui martèle effectivement sans cesse simplification, simplification. Donc, on va voir ce qui va se passer et on va voir effectivement si on est impacté, on l'espère beaucoup moins qu'à la dernière réforme, parce que ça fait mal. Mais voilà, c'est vrai que de toute façon, il faut arriver à simplifier les choses. On a aussi une problématique financière, hein, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, sur l'ensemble des salariés, on doit représenter 3% de salariés qui se forment, alors que voilà, qui se reconvertissent, alors qu'il y en a beaucoup plus qui se reconvertissent que ça. On parlait des démissionnaires, hein, on nous a parlé de la grande démission avec 500 000 démissionnaires. Et aujourd'hui, nous finançons enfin, nous finançons pas, non. Nous validons sur le national, la France entière, environ 15 000 dispositifs démissionnaires. Donc, vous voyez qu'on est loin encore du compte. Donc, il y aura des évolutions sur 2023. Puis j'aurai grand plaisir à venir vous les partager éventuellement pendant l'actualité et puis après, une fois que ce sera mis en place. On aura plaisir à vous ressolliciter. Alors, une dernière question avant de terminer, c'est plus par rapport toujours à la question des priorités, la question du métier en tension. Si on prend quelqu'un qui travaille sur un métier en tension actuellement et qui veut se reconvertir, est-ce que le fait qu'il travaille actuellement sur un métier en tension et qu'il souhaite changer d'environnement professionnel est un obstacle ou sera jugé négativement, on va dire, dans le dossier? Alors, il n'y a pas de point négatif, hein, déjà, hein, Oui. qu'on soit sûr.
Par contre, effectivement, on ne peut pas empêcher, je vous l'ai dit, hein, on a 10 administrateurs à la commission instruction, ce sont des êtres humains, donc on ne peut pas les empêcher d'avoir éventuellement comment dire, un a priori négatif sur le fait que quelqu'un qui quitte le secteur en tension, c'est dommage. Mais néanmoins, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, puisqu'on l'a encore vu ce matin, j'ai participé à la commission ce matin, on avait un cuisinier qui a demandé à se reconvertir pour devenir chauffeur routier. Dans certains cas, on aurait pu considérer que il quitte un métier en tension pour aller sur un métier en tension, d'accord, mais quand même. Mais même il peut y avoir des remarques là-dessus, ce point-là n'est pas aujourd'hui impactant. Voilà. Merci, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense, oui. Et puis bon, c'est vrai qu'on arrive aussi À la à la fin. fin de notre heure. En tout cas, un grand merci, Francis Jérôme, pour cette présentation de Transition Pro qui nous a permis de mieux connaître et puis surtout de mieux cerner les différentes missions que vous avez en tâche. Et merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, je Euh, reste à votre disposition de toute façon. Sans problème. Je pense Alexa, je te laisse. qu'effectivement, on aura Voilà. peut-être l'occasion de rééchanger avec vous, soit sur un dispositif particulier, soit sur les évolutions à venir sur 2023. Donc merci également hein, pour votre participation et Merci. puis pour vous être prêté au jeu des différentes questions. Donc merci à tous pour votre participation. Vous allez voir afficher quand on va clôturer notre webinaire une petite enquête qualité avec très peu de questions. Ça nous permet voilà, de savoir comment vous avez trouvé l'information, quelles sont vos attentes, etc. Donc, on vous remercie par avance de compléter cette petite enquête qui nous permet d'être dans une boucle d'amélioration continue. Et puis, on espère vous voir nombreux sur les prochains temps forts qui continuent dès le mois prochain. Tout à fait. Effectivement, donc les temps forts continuent. Pour l'épisode 4, eh bien, il sera consacré au retour d'expérience de la FEST, mis en œuvre donc sur notre territoire. Et pour l'épisode 5, et là, on sera déjà sur 2023, eh bien, il portera sur le contrat d'engagement jeune. Voilà. Écoutez, merci encore à tous. Merci, Monsieur Merci. Jérôme. Merci. Merci, Alexa. Et puis, bien, je vous dis à très bientôt, donc sur les prochains rendez-vous temps forts.